Vous connaissez très bien ce pays. Mais l'histoire secrète que je vais vous raconter aujourd'hui, l'une des plus dingues qui soit arrivée en Corée du Nord d'ailleurs, il y a beaucoup moins de chances que vous en ayez entendu parler. Ici, on n'est pas une chaîne d'histoire. Moi, je suis là pour vous parler de cinéma, et accessoirement d'histoires absolument invraisemblables. Donc, c'est parti pour l'histoire la plus sombre du cinéma nord-coréen. Choi Yoon-mi est une actrice qui est en train de devenir de plus en plus populaire en Corée du Sud. Alors qu'elle joue dans un film de Shin Sang-ok, elle entame une relation amoureuse avec le réalisateur. Ils se marient assez vite après ça, et visiblement, c'est une histoire d'amour passionnelle, puisque les deux vont tourner des dizaines de films ensemble pendant les décennies qui vont suivre. Et en plus, Shin Sang-ok est un réalisateur très prolifique. Il va sortir environ 2 à 3 films par an pendant quasiment 20 ans. C'est vraiment beaucoup. Et en parallèle de leur carrière commune, le couple va adopter 2 enfants. En quelques années, Choi devient l'une des actrices les plus populaires de Corée. On entend parler d'elle partout. C'est une énorme star dont le succès résonne même à l'étranger. Et ce succès va attirer l'attention d'un personnage un peu particulier. Kim Il-sung est le père fondateur de la Corée du Nord. Son règne s'étend de 1948 à 1994. Dans les années 60, c'est son deuxième fils, Kim Pyong-il, qui est pressenti pour lui succéder. C'est un peu le fils préféré. Mais Kim Jong-il, le premier fils donc, ne l'entend pas du tout de cette oreille. Après avoir redressé l'industrie du cinéma nord-coréen, en supervisant de bons gros films de propagande, des films qui en plus sont généralement adaptés d'histoires écrites par son papa, Kim Jong-il est nommé secrétaire du parti de la propagande en 1973. Cette loyauté et ce travail bien fait, elle va lui permettre d'être officieusement désigné successeur de son père dès 1974. Durant ces années, Kim Jong-il se donne un objectif bien précis. Créer une réelle industrie du cinéma en Corée du Nord, dont les films pourraient s'exporter à l'étranger et faire rayonner la grandeur du pays au niveau international. Sauf que, y a un petit problème. Les films nord-coréens à cette époque, ils sont éclatés au sol. Faut savoir que Kim Jong-il est un grand cinéphile. Oui, les dictateurs aussi ont le droit d'avoir des passions. En fait, le gars possède une collection de plus de 15 000 films du monde entier qu'il regarde assidûment pour essayer de comprendre pourquoi les films de son pays sont aussi nuls. Et la qualité assez relative des productions nord-coréennes, elle est due selon lui au fait que les personnes qui bossent sur les films en Corée du Nord ne sont pas compétentes. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le fait que tous les films produits en Corée du Nord sont d'énormes œuvres de propagande et que les artistes n'ont aucune liberté. Non, c'est juste que les gens ne sont pas compétents, c'est clair. Bref, selon lui, il faut ramener des artistes talentueux en Corée du Nord. Bon, évidemment, il n'y a pas beaucoup de volontaires. Mais ça, c'est pas grave. Kim, son délire à lui, c'est plutôt de faire venir les gens de force. C'est assez connu, il y a par exemple pas mal de japonais qui ont été enlevés par la Corée du Nord pour aller apprendre leur langue aux espions nord-coréens. Donc c'est une technique que le gouvernement nord-coréen pratique assez régulièrement. Et Kim Jong-il, il se dit que ça pourrait être pas mal d'utiliser cette technique pour améliorer la qualité de ses propres films. 자기 말로 자기 뜻대로 이렇게 뜻을 가지고 이렇게 어느 정신 방법이 없냐? Depuis quelques temps, la société de production de Shin bat de l'aile. Les films ne sont pas rentables, il doit de l'argent à beaucoup de monde, et son mariage ne va pas fort. Ça fait quelques mois qu'il trompe sa femme avec une actrice plus jeune, avec qui il a même secrètement 2 enfants. Quand Choi apprend ça, ça passe pas trop, et elle demande le divorce. Et au milieu des années 70, ça va pas fort pour Choi non plus. Elle a de grosses dettes à la banque, elle n'est plus avec son mari, et sa carrière ne va pas très bien. Mais un jour, une femme la contacte. Cette mystérieuse personne s'appelle Lee Sang-hee, et elle commence à lui parler d'un très riche homme d'affaires hongkongais qui veut lui proposer de réaliser un film. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas proposé à Choi une offre aussi alléchante. Et ça la pousse donc à partir pour Hong Kong dans la foulée. Choi rencontre Lee Sang-hee à l'aéroport et elles se baladent toutes les deux dans la ville. Leur promenade se termine sur la plage de la baie de Répulse. Ce que Choi ne sait pas à ce moment-là, c'est que Lee Sang-hee est tout simplement une agente nord-coréenne. 해안가에 하얀 보드를 대놓고 장정현 3-4 사람이 그러면서 얼떨결에 나도 그냥 누가 양쪽으로 그냥 해가지고 보도에 탔단 말이에요. 얼떨결에 타고서
Après un long trajet en bateau, où elle est même droguée, Choi se retrouve à Nampo, en Corée du Nord. Choi est accueillie comme une reine. Il y a des photographes et elle comprend rien de ce qui lui arrive. C'est là qu'elle va rencontrer pour la première fois le futur leader suprême de la Corée du Nord. Après l'annonce de sa disparition, Shin part à la recherche de Choi. Il se rend à Hong Kong pour enquêter. Il est convaincu que sa femme a été enlevée par la Corée du Nord. Du coup, il contacte un très vieil ami à lui, qui est aussi associé dans sa boîte de production, un certain Kim Kyo-hwa. Sauf que, c'est aussi un agent nord-coréen. Ils sont partout. Et ce qui devait arriver arriva. 6 mois après l'enlèvement de sa femme, Shin aussi est porté disparu. Bon, là vous vous dites peut-être, pourquoi personne se bouge le cul? En fait, il faut savoir que ça fait quelques temps que Shin a pas mal de problèmes. Ça fait 2 ans qu'il a pas réalisé de film. Le gouvernement sud-coréen lui a tout bonnement interdit de réaliser des films. Le régime du pays à cette époque est plutôt dur. C'est pas du tout la démocratie qu'on connaît aujourd'hui. Donc Shin essaye d'aller réaliser des films à l'étranger. Il va toquer à la porte de l'Europe, mais ses tentatives vont se solder par des échecs. Donc quand il disparaît, il y a énormément de spéculations sur les raisons de sa disparition. Est-ce qu'il s'est fait assassiner par les services secrets sud-coréens? Parce que comme je vous ai dit, le gouvernement avait un peu de mal avec lui. Est-ce qu'il a traîné dans une affaire un peu louche? Est-ce qu'il est tout simplement sorti du pays? Personne ne sait. 불과 몇 달 차이로 엄마하고 아버지를 다 잃어버렸으니까 뭐 그때는 뭐 두려움, 무서움, 공포, 슬픔. 香港に彼氏たちのそのエージェントがいるわけよ。僕はね、彼氏は同じ同業者なんだから別に疑う必要はないわけ。香港島の東の方向のね、連れて行くだけなんだ。En arrivant en Corée du Nord, Shin est placé dans un appartement luxueux. Personne n'est capable ou ne veut lui dire où est sa femme. Son premier réflexe, c'est de tenter de s'échapper, mais il est rattrapé aussitôt. Il tente de s'évader une seconde fois, mais cette fois, c'est la tentative de trop. Ces 2 tentatives lui vaudront d'être envoyé en prison. Et Shin va passer 5 longues années trimballé dans différents camps nord-coréens. Ah, c'est pas la joie, hein! Le type n'a rien demandé et il se retrouve du jour au lendemain emprisonné dans l'un des pays les plus autoritaires du monde. Franchement, ça fait froid dans le dos. Ça fait maintenant 5 ans que Choi est enfermée. Bon, elle est pas en prison. Elle loge dans une maison agréable où on s'occupe d'elle, mais bon, elle commence un peu à se faire chier quoi. Non, plus sérieusement, c'est vraiment terrible ce qui lui arrive. Elle a pas vu ses enfants, sa famille et ses amis depuis 5 ans. Elle est affreusement seule. Et elle est pas du tout libre de faire ce qu'elle veut. On lui dit quoi porter, quoi manger, et on lui lave le cerveau avec l'idéologie de Kim Il-sung. Cette situation commence à lui peser sévèrement. Mais le truc assez surprenant, c'est que Kim Jong-il, qui lui rend visite de temps en temps, est plutôt très respectueux avec elle. Et d'ailleurs, le 7 mars 1983, il l'invite à un événement. En effet, Kim Jong-il organise une soirée pour son anniversaire, et cette soirée va être un point pivot de notre histoire. Au bout d'environ 4 longues années, Shin va adopter une nouvelle tactique. Il va envoyer des lettres à Kim Jong-il en lui indiquant qu'il s'engage à réaliser de grands films pour la Corée du Nord. Il accepte peu à peu l'idéologie nord-coréenne à cause du lavage de cerveau opéré dans les prisons et dans les camps. Et le 27 février 1983, il reçoit une lettre. Cette lettre lui informe qu'il est enfin libéré de prison. Retour à l'anniversaire de Kim Jong-il. À cette soirée, Choi fait une rencontre à laquelle elle ne s'attendait pas du tout. 5 ans que les deux ne se sont pas vus. 5 longues années. Mais à ce moment-là, ils sont enfin réunis. 개선 장군 같은 그런 기분에서 하하하 웃으면서 동무들 여기 사람 소개하겠어요. 그래서 이분은 신상욱 감독 앞으로 내 영화 고문이요. 그렇게 선거고 또 나는 이분은 재은이 선생인데 조선의 어머니요. Les deux sont enfin réunis et ils vont pouvoir faire des films ensemble. Ça veut pas dire qu'ils sont heureux pour autant. Ils savent qu'un jour, quand l'occasion se présentera, ils s'échapperont ensemble. Mais ils ont peur d'un truc. S'ils retournent dans le monde libre, le monde normal, qui croira leur histoire? Qui va croire qu'ils ont été capturés et mis en prison par Kim Jong-il pour faire des films pour la Corée du Nord? Faut avouer que l'histoire est un peu invraisemblable. Pour s'assurer d'avoir des preuves lorsqu'ils sortiront du pays, ils vont enregistrer le futur leader de la Corée du Nord. 작전을 한다고 해서 이 좋아하는 다들 많이 좋아하는 됐습니다. 많이 좋아하는 되고 그냥 두 분이 꼭 필요하니까 뭐 잘해라.
on y arrive enfin. Les deux commencent à faire des films. Plein de films. Beaucoup trop de films. En 2 ans et 3 mois, le couple va superviser 17 films. Shin était déjà un réalisateur très prolifique, mais là, 17 films en 2 ans, ça, il l'avait jamais fait. Ils produisent, rédigent des scénarios, réalisent des films pour Kim Jong-il, qui met à leur disposition des budgets illimités. Ça peut paraître bizarre à dire, mais Kim Jong-il les soutient à fond. Il leur laisse une vraie liberté artistique, si je puis dire. Et ça a un réel impact sur le cinéma nord-coréen. Jamais les habitants de Corée du Nord n'avaient vu des films comme ça. Il y a des vrais personnages, des vraies histoires, et c'est plus du tout des films de propagande pas subtils pour un sou. Shin et Choi ne sont pas forcés de faire des films qui soutiennent l'idéologie du régime. Là, les histoires ont un fond, les films sont vivants. Bon, évidemment que les films ne rentrent pas en opposition avec l'idéologie du régime, mais c'est juste que c'est la première fois que les films ne parlent pas que de ça. Ils font des films sociaux, des histoires d'amour / comédie musicale. 늦은 밤 시냇가에 피는 꽃 보아라 이 땅의 꽃보다. Là, ce que vous venez de voir, c'est un extrait de la première love story nord-coréenne. Ne me remerciez pas. Ils font même un plagiat de Godzilla, Pulgasari, qui est aujourd'hui, je pense, le film de l'histoire du cinéma nord-coréen le plus célèbre. Et en vrai, qui est assez cool à regarder. Avec tout ce succès, Shin et Choi commencent à aller promouvoir leurs films à l'étranger. Ils participent à plusieurs festivals. Je vous rappelle que ça fait partie de la stratégie de Kim Jong-il d'aller exporter le cinéma nord-coréen dans le monde entier. Ils vont même tourner un film à Prague. Bon, on reste dans le bloc de l'Est, en gros les pays communistes, mais ils commencent quand même à avoir un peu plus de liberté. Et il y a une espèce de confiance qui commence à se former entre eux et Kim Jong-il. Mais quand Shin et Choi voyagent, ils sont toujours accompagnés par une garde rapprochée qui veille à ce que les deux ne partent pas trop loin et qu'ils rentrent bien sagement en Corée du Nord après les festivals. On parle quand même d'une petite vingtaine de personnes qui les accompagnent à chaque déplacement. Donc là, vous pouvez peut-être commencer à comprendre que bien qu'ils ne soient pas du tout libres, qu'ils n'ont aucun moyen de voir ou de parler à leurs proches et à leurs enfants, les deux sont quand même dans une situation assez confortable. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a aussi des bons côtés. Ils n'ont pas de problème d'argent, ils peuvent faire les films qu'ils veulent, et ces films leur apportent en plus une certaine reconnaissance. Bon, on se calme parce que je parle quand même de 2 personnes qui sont emprisonnées par la Corée du Nord. Évidemment que c'est extrêmement chiant, hein, je suis pas con, mais il faut pas nier que les bons côtés existent quand même. Bon alors, doivent-ils rester et travailler pour le régime ou tenter de s'échapper? Kim Jong-il commence à prendre un peu trop la confiance. Et il veut envoyer Shin et Choi dans des pays neutres comme l'Autriche, la Suède ou la Suisse pour présenter leur film. Le 13 mars 1986, Shin et Choi ont un rendez-vous avec un producteur à Vienne pour discuter d'une potentielle coproduction et signer un contrat. Ils sont dans leur chambre d'hôtel. Les gardes, qui les surveillent toujours, sont dans la chambre d'à côté avec la porte entrouverte. C'est le moment parfait. Ils font leurs affaires, quittent la chambre et se ruent dans l'ascenseur. En arrivant en bas, ils prennent immédiatement un taxi. Mais ils se rendent rapidement compte qu'une autre voiture les suit de très près. Là, ils savent que c'est le point de non-retour, que s'ils se font prendre, ce sera la fin. Ils savent très bien qu'ils se feront assassiner. La seule option, foncer à l'ambassade des États-Unis. 뛰는 순간에도 그냥 이렇게 뛰는데 우리 그저 화면에서 영화 이렇게 슬로우 모션으로 이렇게 뛰는 거 그런 생각이 났어요. 그냥 어떻게 안 떼어지는지. On March 13th, Shin Sang-ok, a former South Korean movie producer who has been working in North Korea, and Cho Eun-hui approached the U.S. government and sought assistance. We have given them assistance, but I can't give you anything further. Après cette évasion épuisante, ils obtiennent l'asile politique aux États-Unis. 특별한 대우를 받고 특별히 서방식에 드나들 수 있고 마음대로 돈을 쓸 수 있었고 이러한 대우를 받고 왔는데 이것은 우리가 잘나서가 아니라 우리 같은 겟을 만들므로써 한국 인테리들한테 영향을 주려는 통일전선의 일환으로 저는 봅니다. 그때는 뭐 기진맥진해서 일단 어쨌든 이제는 자유세계로 왕 거니까 그때는 맥이 착 빠져가지고 착 싫어졌어. 근데 그래서 소파에 그냥 뭐 주저앉아 있는데
얼마 있다가 그 영사가 연분홍고 장미 로스를 하나 들고 들어오더라고요. 그러면서 나한테 이렇게 내밀면서 웰컴 투 웨스트 그러더라고. 그걸 이렇게 하니까 아유 그때 난 이 감정이 폭발한 거는 지금도 잊을 수가 없어요. 그거 보고 내가 그냥 거기서 주저앉아서 목 놓고 울었어. Par la suite, le couple déménagera à Los Angeles pour tenter de faire carrière à Hollywood. Ça ne marche pas vraiment, même si Shin finit par produire la trilogie des 3 ninjas, qui marche plutôt bien. Donc ils sont pas restés aux États-Unis indéfiniment. Avant les années 90, la Corée du Sud, c'était pas un pays ultra démocratique. C'était un pays autoritaire où il y avait beaucoup de corruption, et comme je vous le disais en début de vidéo, le régime avait même interdit à Shin dans les années 70 de faire des films dans le pays. Mais à partir de la fin des années 80, début 90, le peuple commence à élire son président démocratiquement, et le pays devient plus libre. C'est à cette période que Shin et Choi rentrent en Corée du Sud et recommencent à faire des films là-bas. Le couple restera soudé jusqu'à la mort de Shin en 2006. Shin recevra d'ailleurs la couronne d'or de l'ordre du mérite et de la culture le lendemain de sa mort, qui est, selon Wikipédia, la plus haute distinction pour un artiste en Corée du Sud. Choi vivra encore une décennie en Corée du Sud, mais elle s'est malheureusement éteinte assez récemment, le 16 avril 2018. Kim Jong-il continuera à essayer de développer l'industrie cinématographique de son pays avec par exemple ce magnifique plagiat de Titanic. Extrait. Et il mourra en 2011 en laissant sa place à son fils Kim Jong-un, qui a l'air d'être un type adorable. Je suis un homme en colère. Et c'est comme ça que s'achève notre histoire d'un couple de cinéastes capturés par un dictateur pour relancer l'industrie cinématographique d'un des pays les plus secrets du monde. Si cette vidéo vous a intéressé, il y a de fortes chances que celle-ci vous plaise aussi. Elle raconte l'histoire de l'homme le plus détesté d'Hollywood. Je vous conseille très fortement le docu The Lovers and the Despot. Malheureusement, il est pas sous-titré en français, mais il est vraiment top. Et il m'a bien aidé pour écrire et illustrer cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre histoire complètement folle. Et moi, je vous dis à très vite.